Est-ce que on m'entend? Salut Antoine, est-ce que tu m'entends bien? Tu me vois bien? Tout va bien? Salut Rodolphe, salut Laurent. Est-ce que vous m'entendez bien là? Est-ce que de votre côté tout est good? Je suis là un petit peu en avance. Salut Laurent, toujours fidèle au poste. Ça marche, merci Antoine. Cool. Ouais, on est là un petit peu en avance, on a 2 minutes d'avance. Ça va, vous avez passé un bon week-end? Pas trop chaud? Ah, je me suis fait ça. C'est une espèce de grosse ampoule que je me suis fait au golf la semaine dernière. Et mal m'en a pris de ne pas avoir utilisé mon gant. Bref. Ouais, c'est ça. Comme quoi, hein, le golf, c'est pas un sport. Allez, plus qu'une minute. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Salut Yann. Allez, ouais, je claque pas trop dans les mains. Allez, c'est parti, on y va. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être votre présence. Merci de votre fidélité. Euh, on va faire alors, très brièvement le récap de la semaine passée. Alors, je vais pas dire que la semaine passée, il s'est pas passé grand chose. On a des indices qui sont sur leur plus haut historique, les indices US, le CAC, si on prend le vrai CAC, parce qu'on parle du CAC 40, mais c'est pas le vrai CAC, c'est le seul qui est calculé de la même manière, à mon avis, à un moment donné, d'ailleurs, dans quelques années, le CAC 40 va être recalculé parce que c'est pas possible qu'il soit calculé de cette manière-là. Bref, peu importe. Mais le CAC GR qui inclut les dividendes comme pour le DAX pour pouvoir les comparer et a fait des nouveaux records historiques également. On est en train de brouter en dessous les plus hauts historiques. Bref, ça vous le savez normalement. Ensuite, concernant le dollar est en train de se stabiliser. En fait, vous savez qu'il y a deux acteurs principaux dans les mouvements de marché depuis maintenant quelques semaines, voire même quelques mois. C'est un, Trump, deux, la Fed. Voilà, point barre. Au-delà, après, c'est du remplissage, c'est de la broutille, etc. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer si vous me suivez depuis un petit moment? Vous le savez, on a d'un côté la macroéconomie qui est en train de se dégrader de manière absolument considérable. Les perspectives de croissance sont abaissées, etc. On en parle déjà depuis plusieurs semaines. Donc, lorsque vous avez comme ça la macro qui est en train de se dégrader, vous avez ensuite forcément un ajustement des politiques monétaires qui sont considérées comme accommodantes. Alors, accommodantes, oui, elles le sont déjà, surtout la Banque Centrale Européenne avec des taux à zéro et des taux négatifs, notamment sur leur taux de dépôt, c'est-à-dire leur taux de dépôt, c'est les banques
qui reprêtent à la Banque Centrale Européenne parce qu'elles ont trop de surplus, parce qu'elles doivent avoir des actifs, entre guillemets, sécurisés, etc., pour répondre aux normes de Bâle 3. Et donc, derrière, ça leur coûte de l'argent. C'est aussi la raison pour laquelle vous avez le prix des obligations allemandes et françaises, j'en parle également depuis quelques temps, le prix des obligations allemandes et françaises qui explose. Donc, vous savez, quand le prix des obligations augmente, les taux d'intérêt baissent, les taux d'intérêt sont négatifs. Donc, vous avez des investisseurs institutionnels, professionnels, etc., que ce soit des banques ou autres, qui achètent des obligations allemandes. Ça leur coûte 0,4% par an. 0,4 moins 0,4% de rendement annuel. Elles préfèrent acheter du Bund, d'accord, que d'acheter autre chose. Pourquoi? Parce que, un, les perspectives économiques ne sont pas bonnes, les perspectives d'inflation ne sont baissières, les perspectives sur les taux sont également baissiers, etc., etc. Donc, on a d'un côté une situation macroéconomique qui n'est pas bonne et qui se montre avec des obligations, du prix des obligations qui augmente et les taux d'intérêt qui baissent de manière relativement forte. Et donc, bien évidemment, ça c'est la première chose, la mise en contexte global. Dans notre côté, le deuxième acteur, c'est... Alors, oui, pardon, je disais que les banques centrales sont accommodantes. Alors, la Banque centrale, oui, Banque centrale européenne, pardon. La Fed, moins, parce que pour le moment, bah, elle n'a pas fait grand-chose. En fait, elle a stabilisé ses taux et elle dit oui, peut-être que si jamais c'est pas bon, on verra pour baisser les taux. Donc, 31 juillet, il y a 100%, en tout cas, d'anticipation du marché. Il y a 100% de chance pour le marché que la Fed baisse ses taux. Attention, c'est pas sûr. Déjà, premièrement, pourquoi? Parce que vous avez la semaine dernière, je remets dans le contexte, le NFP. NFP, c'est l'emploi aux États-Unis. Les non-farm payrolls, c'est l'emploi aux États-Unis hors agriculteurs, donc non-farm. Et puis voilà. Vous aviez également l'ADP, donc ça c'est le secteur privé, on enlève les fonctionnaires, etc. Le NFP est ressorti meilleur que prévu. Il y a eu beaucoup plus de création de postes que prévu. Et donc, qu'est-ce que le marché s'est dit? Le marché s'est dit, tiens, mince, finalement, au dernier moment, et ça montre aussi le fait que, un, le marché n'a absolument aucune idée de où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est en haut de cycle aux États-Unis ou pas? Est-ce qu'on est juste dans le creux de la vague et derrière ça va repartir? En fait, personne n'en sait rien, que ce soit le marché, donc les investisseurs, que ce soit les banques centrales ou autres. Donc, on a affaire à un marché très erratique qui est dépendant de toutes les statistiques macroéconomiques. C'est pour ça que ça réagit de manière très très forte. Et bien évidemment de Trump. Parce que même Trump lui-même, je ne suis même pas sûr que lui le sache le lendemain, qu'est-ce qu'il va tweeter, qu'est-ce qu'il va annoncer, etc. Qu'est-ce qu'il va faire avec la Chine, avec l'Iran, etc., etc. Et, euh, et du coup, le marché est vraiment très très erratique. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a eu le NFP la semaine dernière, ça a réagi de manière relativement violente. Je dis bien relativement violente, ok. Et c'est pour ça aussi, je pense, enfin, c'est même pas je pense, je suis quasiment sûr, on va dire à 99%, que l'inflation aux États-Unis cette semaine va être un chiffre très très important, ok. Pour ceux qui me suivent sur, alors j'essaye de regarder vos trucs. Salut Jean-Luc, salut Seb, salut Cheminot. Euh, le débrief de la semaine, vous l'avez ce week-end sur la chaîne YouTube Interactive Trading. Passons, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, ah oui, je voulais dire aussi, c'est ce que je dis dans le débrief ce week-end, c'est que vous savez, la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi va passer le flambeau à Christine Lagarde. Christine Lagarde, vous savez, c'est quand même une grosse pointure. Elle a dirigé le FMI, etc., etc. Et cetera. Et c'est considéré comme une colombe. Une colombe, c'est quelqu'un qui est ultra en faveur de une politique ultra accommodante pour pouvoir relancer en gros l'économie entre guillemets. Même si la Banque centrale, hein, son objectif, c'est pas de relancer l'économie, c'est une structure censée être indépendante, même si bon, à mon avis, maintenant, je crois que les us et coutumes ont fait que les banques centrales européennes, finalement, elles regardent quand même un minimum où est l'euro et où sont les marchés et où est l'économie pour pouvoir agir ou pas sur sa politique monétaire. Bref, passons.
Parenthèse fermée. Donc, Colombe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Christine Lagarde est partisane d'une politique monétaire très accommodante, etc. Donc, elle a même annoncé, d'ailleurs, je crois que c'est toi, Cheminot, qui l'a partagé sur IVT. Effectivement, c'est génial d'avoir des taux négatifs. Il faut continuer, voire même, pourquoi pas, les marchés sont en train de se dire, elle va lancer un quantitative easing en 2019. Voilà. Si jamais, bien évidemment, l'économie se dégrade. Les perspectives, en tout cas. Donc, voilà concernant les banques centrales. Cette semaine, donc l'inflation aux États-Unis sera très 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 importante parce que le 31 juillet, ça sera la prochaine réunion de la Fed, d'accord, date à laquelle elle va décider ou pas qu'elle baisse ses taux. On avait 30% la semaine dernière, en fin de semaine dernière, on avait 30% de chance de double baisse des taux le 31 juillet. Après le NFP qui est ressorti meilleur que prévu, vous en doutez, ces 30% sont fondus comme neige au soleil et sont passés, je crois, à 5%. D'ailleurs, je crois, c'est écrit là, tout simplement, ils sont passés à 6,9%. Ok, il y a une semaine, c'était à plus de 30%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché est en train de se dire, ah mince, les chiffres sont en train de repartir, et donc, enfin les marchés, l'économie est en train de repartir, etc. C'est peut-être moins pourri que ce qui était prévu. Et donc derrière, forcément, anticipation moins forte de baisse des taux de la Fed égale, à votre avis, conséquence sur le dollar, reprise du dollar, légère baisse des indices, phase de stabilisation, au moins phase de stabilisation, petite phase de consolidation. Pourquoi? Eh bien parce que les indices n'auront peut-être pas leur dose, ou en tout cas c'est ce que je mettais dans le débrief ce week-end, n'auront peut-être pas la grosse carotte, c'est-à-dire de double baisse des taux, bien évidemment. Alors moi je pense pas qu'elle va double baisser ses taux le 31 juillet, donc d'un demi-point de base, plutôt d'un quart de point, ça sera déjà pas mal du tout. Elle n'a pas forcément besoin d'activer comme ça une baisse des taux de manière aussi rapide que ça dans la... Ok. Donc ça c'est le point concernant le... Donc cette semaine, suivez bien l'inflation US, que vous connaissiez la macro, que ça vous débecte ou pas. Il faut quand même suivre ce chiffre de l'inflation US parce que c'est à ce moment-là que ça va avoir un impact sur vos positions, que ce soit que vous soyez à l'achat sur le DAX, sur l'IBEX, sur le FTSE, sur tout ce que vous voulez, sur l'eurodoll, sur le dollar yen et sur le dollar contre le dollar américain contre la couronne suédoise, ça aura forcément un impact. Donc même si vous en tapez de l'inflation aux US et que ça ne va pas influencer votre stratégie, votre méthode d'intervention, que vous n'utilisez que l'analyse technique en intraday, en scalping, si vous ne suivez pas ça, c'est que vous n'avez pas compris grand-chose à ce qui se passe sur les marchés. Donc, voilà concernant la Fed, et vous avez ensuite Trump, guerre commerciale, blablabla, etc. Bref, passons. Donc cette semaine, qu'est-ce que je disais dans le carnet de bord de cette semaine sur IVT, très rapidement. Donc inflation US, etc. Si la Fed ne baissait pas ses taux, si jamais le 31 juillet on n'a pas de baisse des taux, on risque d'avoir une très grosse déconvenue sur les marchés américains, par effet de contagion bien évidemment sur les marchés européens. Est-ce que ça va être un impact beaucoup plus profond que prévu? Il peut y avoir ce que j'appelle le double effet qui se coule. C'est-à-dire que dans un premier temps, les marchés n'ont pas leur dose, mais en même temps, ça veut dire que l'économie est en train de repartir, donc ça va mieux. Donc psychologiquement, ça va mieux, même si j'ai pas ma dose à très court terme et que je suis pas ultra soulagé. Hein. C'est comme un drogué, hein. C'est exactement la même chose. T'as pas ta dose, machin, t'es complètement en bad. Et après, tu dis, ouais, mais finalement, c'est un mal pour un bien, donc finalement, je me stabilise. Donc attention quand même au double effet qui se coule quand même le 31 juillet, même si ça aura un impact bien évidemment très très important. Ok. Donc il y a trois choses très importantes. C'est un, également la phase de stabilisation, je vais vous le montrer sur le dollar américain. Le dollar américain, c'est très important vis-à-vis de ce qui se passe par rapport aux politiques monétaires. Bien évidemment, impact du dollar américain sur les autres paires du Forex. Le gold est une paire du Forex, le gold est libellé en dollars. Par effet mécanique, le dollar monte, l'or baisse, le dollar baisse, l'or monte. D'un point de vue mécanique et toutes choses égales par ailleurs. L'eurodoll également.
Vous avez le pétrole qui bouge plus tant que ça. Le WTI s'est stabilisé sous les 60 dollars. C'était un niveau très important. On va le voir plus particulièrement sur le Brent qui correspondait à la moyenne mobile à 50 jours. Les indices sont sous des plus hauts historiques, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ensuite, je vais vous montrer tout de suite maintenant les graphiques. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Et des rebonds, des questions et des, des informations sur lesquelles je dois rebondir ou pas. Ce qui est important, là on est en train de faire l'open sur les marchés européens. Tout de suite, qu'est-ce qu'on voit sur les indices? Le CAC, le DAX, notamment pour ceux qui sont chez IVT, vous connaissez ça maintenant, c'est là un open égal plus bas. C'est-à-dire qu'on gap à la baisse. Tout de suite, on a ce qu'on appelle un open égal plus bas. Tout de suite, on a les opérateurs qui payent. Ok? Donc ça, déjà, alors je vais pas dire que à 9h12, on peut certifier que ça y est, on a fait le point bas, faut payer, etc., etc. On a fait un open égal plus bas, on va péter les plus hauts. Oui, peut-être, mais en tout cas, attention à tous les commentateurs de marché, d'accord, qui nous disent oui, on est sous des résistances, c'est normal qu'on consolide. Alors, déjà le CAC, ok, il consolide. Le DAX, il a fait un gap, on est en train de stabiliser là autour de cette zone-là. La semaine dernière, est-ce que vous vous souvenez ce qu'on avait dit ou pas? Pour ceux qui étaient là, Laurent, je crois que tu étais là la semaine dernière. Quoi, tu dis le DAX explose? On avait idéalement, j'ai gardé exactement la même figure, le même triangle, le même truc que je vous avais indiqué, ok? C'était le scénario idéal. Le scénario idéal, c'était ok, on a fait un gros gap, on ouvre, on consolide, on latéralise, on fait une sorte de figure alors soit en drapeau, soit en biseau, bref, en tout ce que vous voulez. On donne un signal d'achat derrière et on explose tout. Vous avez vu que on attend la phase de stabilisation, d'accord? La phase de stabilisation, elle n'a pas eu lieu exactement dans ma zone. Derrière, on a fait cette petite phase de stabilisation. On n'est jamais repassé soit au-dessus des plus hauts de cette deuxième bougie ici, soit la première bougie qu'on a fait dès l'open. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle, et c'est vachement bien avec Aria, c'est que vous attendez finalement un signal selon les fractales, peu importe après l'unité de temps que vous utilisez, mais au moins vous attendez un signal de franchissement des précédents plus hauts. Ce qui permet d'éviter de dire je suis à l'open, j'attends que ça baisse un petit peu, je paye, j'attends, je coupe ici et finalement derrière ça remonte, je vends, finalement ça continue à remonter, etc. Et de faire finalement l'inverse de ce que fait le marché. Donc c'est pour ça que ce qui est très important là maintenant, c'est de s'adapter à ce qu'est en train de faire le marché. Pour le moment, on est toujours dans une phase de stabilisation latérale ici. La tendance primaire, elle est comment? La tendance primaire, c'est quoi? C'est la tendance de fond, hein. Vous prenez ici en 4 heures, vous prenez votre moyenne mobile à 50 périodes, c'est tout con, hein. Vous tracez, hop, un espèce de canal, ce que vous voulez, etc. Vous prenez toutes les phases de consolidation qu'on a eues depuis qu'on est repassé au-dessus de la MM50. Ok? Voilà. Et là, on est en train de faire une phase de latérisation. À votre avis, on a combien une tendance se prolonge combien de fois et s'inverse combien de fois? Une tendance se prolonge X fois et ne s'inverse qu'une seule fois. Voilà. Donc pour le moment, est-ce que c'est plus dangereux d'acheter ou est-ce que c'est plus dangereux de vendre? Peu importe, hein. Peu importe où est-ce qu'on est. Là, 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 là. Pour le moment, c'est plus dangereux de vendre. Même si c'est très très difficile de payer parce que on est dans on est sous des plus hauts historiques sur les indices américains, etc. Qu'il n'y a pas de catalyseur, nanana, nanana. Pour le moment, c'est plus dangereux. C'est plus dangereux de vendre que d'acheter. Voilà. Donc pourquoi je dis plus dangereux et pourquoi est-ce que je dis que c'est plus facile? Parce que psychologiquement, c'est pas forcément facile de payer alors qu'on est sous des plus historiques. Et je comprends ton message, Laurent. Tu disais le DAX explose. Je pense que beaucoup, et moi aussi d'ailleurs, d'un point de vue de swing et de moyen terme,
acheter dans la zone de cours actuelle, pour moi, dans une optique vraiment sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines et plusieurs mois, acheter maintenant, ça me semble dangereux. En intraday, sur du très court terme, aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine dernière d'ailleurs, même la semaine dernière, c'est techniquement plus logique de chercher des achats que des ventes, tout simplement. Voilà. Après, ça ne veut pas forcément dire que ça va monter, mais pour le moment, vous voyez, toutes ces phases de consolidation, même si on se fait peur, alors oui, c'est pas facile, on se fait peur, il y a des grosses mèches, on se dit oui, si ça consolide, ça va y aller, ça va être très violent, etc., etc. Mais pour le moment, ça tient, et à chaque fois qu'on a des phases de consolidation, qu'elles soient sous forme de drapeau, de fanion, de biseau, de canal descendant, de canal latéral, de rectangle, de tout ce que vous voulez, pour le moment ça tient. Voilà. Et tant qu'on est au-dessus de la MM50, ici en 4 heures sur le DAX, on est toujours en tendance haussière. La semaine dernière, j'avais partagé ça. Il y est ou il n'y est pas là? Je crois qu'il n'y est pas. C'est exactement la même chose sur le CAC, hein. Regardez le CAC. On a une espèce de... Alors je sais pas ce qu'est fou cette oblique. Bref, peu importe, on s'en fout de cette oblique en fait. Vous prenez toutes les phases de stabilisation qu'on a ici. Toutes les phases de latéralisation, qu'elles soient horizontales, qu'elles soient obliques. Dès qu'on a une sortie violente de ces phases de latéralisation, d'accord, à chaque fois ou presque, ça fonctionne. Ok. Alors, on peut, pourquoi pas, et idéalement, si vous êtes sur IVT, chercher cette moyenne mobile à 50 jours, à 50 périodes, pardon, parce qu'on est en H4 ici sur le CAC. Cette moyenne mobile 50 périodes, plus la bande de Bollinger inférieure. Vous savez que les bandes de Bollinger, c'est calculé en fonction de la volatilité historique. Donc on prend les 20 dernières bougies, ça nous donne un écart type de volatilité. On part du principe que dans 95% du temps, le cours, l'actif en question, là en l'occurrence le CAC, tu as 95% de probabilité qu'on reste dans l'écart type de volatilité des 20 dernières bougies qu'on a eues. Donc, lorsqu'on arrive proche d'une Bollinger inférieure, ça veut dire, et si la tendance précédente est haussière, on est au max de l'écart type de la volatilité historique, et donc on a plus de chances ici de réagir et de poursuivre dans la tendance. Donc ça, c'est le point d'achat a priori optimal d'un point de vue purement technique. Si on oublie tout l'aspect fondamental, nanana, sous-déployé historique, etc., on se focalise que sur du 4 heures. Point d'achat idéal 5525 dans le sens de la tendance. Ça ne veut pas dire forcément qu'on ira, mais là, ce qu'on est en train de faire ici en horaire, on est en train de passer au-dessus des plus hauts de la bougie horaire de vendredi 17h. Donc, a priori, c'est plutôt bon signe. Tant qu'on ne pète pas, a priori, les 12 520 ici à très très court terme, pour le moment, ça reste haussier. Deuxième niveau très important, 12 500, on va dire 12 490 pour être vraiment très exact et très précis. Tant qu'on reste là au-dessus, pour le moment, la tendance est absolument haussière. Donc, vaut mieux privilégier les achats. Sinon, ça veut dire qu'on cherche le point haut et qu'on est contre les tendances. Donc, on a une plus forte probabilité d'échec que de réussite. Voilà. Voilà mon point de vue. Est-ce que le marché va chercher à aller combler ces gaps? Pas forcément. Pas forcément. Tu peux tout à fait avoir... alors, moi, ça me fait toujours... Je vais pas dire marrer parce que des gaps, tu en as des dizaines et tu as des gaps qui peuvent être restés ouverts pendant des semaines, des mois, je vais pas dire des années, mais quasiment. Donc après, tout dépend. Tout dépend après de la force du marché. Moi, ce que j'ai annoncé déjà, c'était pas la semaine dernière, c'est la semaine d'avant. On avait eu en mensuel, regarde. Alors, c'est le cas que je l'ai. GR, je ne l'ai pas là sur TradingView. Bon, mais après, tu peux me croire sur parole. Sur le CAC GR, par exemple, on a eu ce qu'on appelle une englobante haussière sur des plots historiques. Et on m'a dit à ce moment-là, je ne sais pas si tu me suis ou pas, Rodolphe, sur YouTube, mais
On me demandait à ce moment-là, ok, mais l'englobante, ton englobante, elle est toute pourrie parce que ça ne marche qu'en fin de tendance. C'est que des bougies, comment dire, une figure qui ne fonctionne qu'en phase, qu'en, que pour déterminer un retournement de tendance. Donc une englobante haussière, alors que tu es déjà en tendance haussière, ça marche pas. En fait, ça montre, cette notion d'englobante, ça montre qu'on a eu une forte bougie impulsive là. C'est pas vraiment une englobante ici, mais c'est le même principe sur le CAC. Euh, Lorsque tu as une grosse bougie impulsive baissière ici, que derrière tu as un gap baissier, et que tout au long du mois le marché rachète alors qu'on est sous des plus hauts historiques, sous des résistances très importantes, et qu'on arrive à clôturer le mois au-dessus du début de mois précédent, alors que depuis on n'avait fait que baisser, ça montre quand même, objectivement, la puissance du marché, la puissance haussière du marché. Donc pour le moment, le marché ne baisse pas et à chaque fois que ça baisse, c'est rattrapé soit par des tweets de Trump, soit par la Fed. Voilà. Donc, combler les gaps, pour répondre à ta question, pas forcément. Ça montre en fait qu'on gap à la hausse comme ça, au-dessus des plus hauts d'une résistance énorme, qu'on gap, qu'on consolide latéralement, qu'on tient cette phase de consolidation malgré le fait que les indices américains, le CAC, le DAX, machin, soient sous des records historiques, malgré le fait qu'il n'y ait pas de catalyseur, ça montre, enfin en tout cas, hein, moi je trouve que ça montre quand même la puissance haussière pour le moment du marché. Voilà. Donc, je préférerais peut-être, comme beaucoup, qu'il y ait de la vol, qu'il y ait beaucoup plus de volatilité, parce que vous savez que le VIX, il est à 13. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de volatilité, entre guillemets, en tout cas en swing. Les opportunités en swing pour attraper un mouvement comme ça, c'est très difficile. Parce qu'en gros, bah, tu payes maintenant 12 574 sur le DAX. Et puis, tu te dis, bon, on va aller à 12 800, et puis en fait, t'attends. C'est très difficile d'un point de vue technique, d'un point de vue psychologique, parce que pour le moment, t'as pas de repli. Et quand t'as pas de repli comme ça, pour rentrer sur le marché, c'est très difficile, parce que tu peux avoir, comme la semaine dernière, t'ouvres là-haut, et finalement, tout au long de la semaine, tu n'arrives jamais à repasser au-dessus des plus hauts. Et en plus de ça, tu te fais un petit peu peur ici parce que tu dis, putain, si j'ai payé 12 006 sur le DAX, et si tu regardes en mensuel ici, il peut aller à 10 800 direct. Donc, voilà pourquoi je pense, et ça va être, excusez-moi, ça va être un petit peu la conclusion de tout ça, c'est que, un, comme la semaine dernière en intraday, à mon avis, vaut mieux privilégier les achats pour le moment, tant qu'on passe pas sous 2005, voire peut-être même qu'on réintègre la résistance annuelle sur le DAX des 12 400 points, vaut mieux privilégier les achats parce que c'est moins dangereux. Si psychologiquement on n'y arrive pas, à mon avis pour le moment, vaut mieux laisser tomber et ne pas forcément rentrer maintenant contre la tendance parce que si jamais le marché a décidé de corriger, je ne pense pas, alors j'ai ni boule de cristal, je ne détiens pas la vérité. On est dans un mouvement, dans un moment historique quand même accessoirement sur le marché, hein. On est sur des niveaux, des records historiques, mais au-delà de ça, les taux d'intérêt sont à des niveaux historiquement bas, notamment sur le Bund et sur l'OAT à 10 ans en France. Donc on est dans un moment historique. Donc moi, vous vous doutez bien que j'en sais rien, j'ai jamais vécu ce genre de choses. Euh, la Fed va très probablement baisser ses taux. La Banque Centrale Européenne n'a plus de cartouches hormis lancer un QE, mais c'est ce qu'on dit depuis des années. Euh, Ouvrir la planche à billets, lâcher des liquidités comme ça, etc., ça va forcément péter à un moment donné. Ok, mais en même temps, depuis que la Fed a lancé son quantitative easing, depuis qu'on a eu les crises de subprime, ça a quand même relancé l'économie, quoi qu'on en dise. Le taux de chômage est quasiment à, je vais pas dire au plein emploi parce que c'est différent, on n'a pas les mêmes, comment dire, coûts de, comment dire, les frottements sont pas les mêmes aux États-Unis qu'en France. Donc forcément, quand tu as un taux de chômage aux États-Unis de 5%, c'est pas la même chose qu'un taux de chômage de 5% en zone euro. Bref, peu importe. Mais en tout cas, ça a permis de relancer la machine. Pour le moment, le marché tient. Le marché tient parce que
les politiques monétaires sont accommodantes parce que, comme je l'ai déjà dit il y a un mois, il faut un gros choc, un électrochoc, un élément exogène qui fasse peut-être péter la situation et donc derrière que les banques centrales, que l'action des banques centrales qui dans leur discours uniquement, parce que c'est que des discours, hein, la Fed n'a pas baissé ses taux, la Banque Centrale Européenne n'a pas lancé de quantitative easing, on a juste dit Christine Lagarde, elle va prendre la direction de la Banque Centrale Européenne, c'est tout. Donc il n'y a pas d'éléments pour le moment concrets, hormis le fait que les politiques monétaires soient déjà accommodantes. Par contre, donc pour le moment le marché tient, d'accord. Est-ce que fondamentalement on peut pricer, on peut anticiper le fait que ça va aller mieux demain, dans 3 mois, etc., etc., et que ce qu'on a vécu ces derniers mois de révision très très forte des perspectives de croissance en Allemagne, en zone euro, en Chine, aux États-Unis, etc., etc., est-ce que c'est juste le creux de la vague ou pas? Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. Et vous voyez très bien que le marché réagit de manière très erratique, c'est-à-dire que dès qu'il y a une news, on va dire ah ma merde, putain, en fait c'est pas aussi pourri que ce qui était prévu, donc du coup il va y avoir un ajustement, donc la Fed va pas baisser ses taux, donc du coup je vais acheter du dollar vite, etc. Donc ça donne ces mouvements très erratiques là. Donc à mon sens, à mon avis, et c'est pour ça moi ça fait quand même des jours, la semaine dernière j'ai quasiment rien fait sur le marché en swing, sur les indices plus particulièrement, parce que là on parle des indices, et même d'ailleurs sur le Forex, parce que pour le moment on est dans une phase d'attentisme. D'ailleurs, la semaine dernière, il ne s'est rien passé, hein, entre guillemets, sur les indices, hein. Vous êtes endormi dimanche soir, vous êtes réveillé le vendredi soir, on était exactement au même niveau, hein. Hormis le fait qu'on ait gapé le lundi matin. Mais si vous saviez qu'on gapait lundi matin, on était quasiment, on a fait un doji, hein. D'accord. Euh, donc, Donc voilà ce qui se passe sur les indices. Concernant le Forex, et de manière un peu plus large, même si je sais que bon nombre d'entre vous ne font que du DAX et du Dow Jones, sur le pétrole, j'étais à l'achat, vous le savez, à 52 dollars jusqu'à 58. Ok, j'ai un petit sol pour viser 62-63 dollars. Pour le moment, on n'y est pas. Je pense que le pétrole, pour le moment en tout cas, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux annonces de l'OPEP la semaine passée qui a annoncé poursuivre de 9 mois supplémentaires la baisse de production de pétrole de 1,2 million de barils par jour a été repoussée jusqu'en mars 2020. Et donc, a priori, je ne vais pas dire que le pétrole va pas aller plus bas, sauf si vraiment l'économie va très très mal. A priori, le pétrole va pas aller bien plus bas. Donc, à mon avis, sur le pétrole, en tout cas, c'est ce que je vais chercher à faire, c'est chercher encore des zones d'achat, des stratégies acheteuses sur le pétrole, tout simplement parce que si jamais on retourne, même si j'en doute, hein, si jamais on retrouve à 53, 54 dollars, c'est le point d'achat idéal, comme pour moi sur le CAC, comme je vous l'ai dit, ici autour des 5520. Ok. Sur le dollar, à mon avis, il va rien se passer. On ne sait pas si l'historique ne fera pas de nouveau, hein. Ah, pardon Mathieu, je tape sur mon bureau. Non, je m'énerve pas. Euh, sur le dollar, il n'y a pas, pour moi, il va rien se passer. En tout cas, sur un flux moyen terme, il va rien se passer jusqu'au 31 juillet. Parce que le marché ne sait pas si la Fed va baisser ou pas ses taux. Donc il n'y a pas de raison de pricer quoi que ce soit. Le chiffre du NFP était inverse à tout ce qu'il y a eu avant. Donc le marché, je ne vais pas dire qu'il est schizophrène, mais pas loin. Il se dit ah ma merde c'est bon, donc du coup la Fed va baisser ses taux et du coup bam, le dollar explose. Donc vous voyez ici le dollar index explose, l'eurodoll s'effondre, etc. Pour autant, si on prend un petit peu de recul ici en hebdo, vous regardez qu'est-ce qui se passe depuis maintenant à peu près allez, un an et demi. On est entre 1,14 et 1,11. Point barre. C'est tout. Voilà. Donc 1,11,20, moi j'avais largement insisté, faut acheter, faut acheter. On m'a pris pour un fou. On m'a même, je vais pas dire menacé, mais pas loin, en disant que j'étais complètement débile à 11,20. Bon, par contre, à 1,14, j'ai plus entendu personne. Et, euh, et 1,14, tout le monde vise un 20, etc. C'est toujours la même histoire. On est dans un range. Donc maintenant, moi je pense que sur l'eurodoll,
Si on revient sur 1,1120, ça sera à nouveau une zone d'achat à travailler. Point barre. Par contre, regardez ici sur le dollar index. Regardez le dollar index depuis 2016. D'accord? On est dans un range énorme, énorme, énorme ici. Depuis maintenant un an et demi, 2 ans. D'accord? Entre 12 100, 12 300. Ça, c'est le dollar index d'FXM qui est équipondéré face à 4 paires de devises. Face à 4 devises, pardon. On est sous une grosse zone de résistance. Et voyez qu'est-ce qu'il a fait en daily. On a travaillé cette zone de support ici qui correspondait à la bande de Bollinger inférieure en daily. On a tapé la résistance, ça ne bouge plus. Voilà, point barre. Donc à mon avis, jusqu'au 31 juillet, on va vraiment s'emmerder sur tout ce qui est euro-doll, dollar et tout ce qui est lié. D'ailleurs, on a une phase de consolidation sur l'or. Alors, ce que je disais à quelqu'un il y a 2 semaines, qui me disait, ouais, je suis surexposé sur le dollar, etc. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut que je garde? Alors, moi, ce que j'ai dit, déjà, il faut bien partir du principe que le gold, c'est une paire du Forex. J'ai dit, le gold, elle surperforme l'euro-dollar. Donc, si tu es à l'achat sur l'euro-dollar et sur l'or, d'accord, donc baissier sur le dollar, vaut mieux garder le gold parce qu'il surperforme. Et d'ailleurs, tu vois très bien que l'euro-dollar est repassé sur les 1,12 alors que l'or reste au-dessus de ses plus hauts depuis 5-6 ans. D'accord? L'or ici a pété cette zone de résistance énorme, est sorti pour la première fois depuis 5-6 ans d'une léthargie avancée. On a eu un premier flux, accélération haussière, tendance secondaire, baissière ici dans un drapeau. Je ne vais pas vous le retracer parce que ça, si vous me suivez, vous le savez. Accélération, regardez ici. Stabilisation, accélération, tendance secondaire, baissière dans un canal descendant, accélération, phase de stabilisation, accélération, phase de stabilisation, quelle est la plus forte probabilité? Voilà. Voilà ce qu'on travaille sur IVT, tout simplement parce que 1, l'or, il y a eu du flux, 2, il tient, 3, il surperforme. Voilà. Donc, vaut mieux travailler ça à l'achat que de s'emmerder à travailler l'eurodoll à l'achat, sachant que il est dans un range de 200 pips, et que, allez, on va dire 250, 300 au grand max, on va dire 300, et qu'il ne surperforme pas. Et tu vois les deux grosses bougies baissières impulsives ici, c'est quand même relativement dangereux. Donc plutôt que de s'emmerder d'essayer d'acheter l'eurodoll, autant acheter quelque chose qui surperforme pour le moment. Voilà, à mon avis. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. 9h34. Laurent me pose: que faut-il penser, Xavier, du gap d'ouverture à plus de 60 points du DAX? Que peut-on comprendre? On peut comprendre le gap. Non, ce qu'on peut surtout prendre en considération, Laurent, c'est exactement la même chose que j'ai dit tout au long de ce truc sur le DAX. C'est que pour le moment, tu te mets ici en 4 heures, tu regardes ta tendance. Comment est ta tendance? Elle est haussière, elle est baissière, elle est neutre, elle est comment? Ta tendance primaire est haussière. Toutes tes tendances secondaires sont sans canal. Donc moi, je préfère, malgré le fait qu'on ait gapé à la baisse à cause des marchés asiatiques, ici notamment le Nikkei, qui s'est replié ici sous une résistance daily à 21 800 points. Malgré ça, malgré tout ça, pour le moment, je pense que tant qu'on a cette phase de latéralisation qui tient, la moyenne mobile à 20 périodes sur du H4, sur le DAX cash, tant qu'on est au-dessus des 12 500, pour le moment, a priori, vaut mieux être à l'achat qu'à la vente. Voilà, même si j'ai pas de boule de cristal, vaut mieux toujours attendre 10h, 11h, comme vous le savez, si vous êtes chez IVT, que ce soit Jean-Luc ou Cheminot, vaut mieux attendre 10h, 10h30. Je vais pas dire pour être sûr que l'open tienne et pour être sûr que derrière ça monte, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, sinon on ferait rien, que ce soit en trading ou dans la vie. Donc, pour le moment, vaut mieux attendre encore une petite dizaine de minutes. Et si on s'aperçoit que d'ici dizaine de minutes, on a le DAX qui tient le bas de cette phase de latéralisation et que derrière, on pète les plus hauts ici qu'on a fait en 5 minutes au-dessus des 12 580, à mon avis, c'est un signal d'achat. Voilà. Voilà, messieurs, dames. Merci de votre attention. N'hésitez pas à me suivre, à me commenter, à me dire ce qui va pas.
Euh, on réfléchira pourquoi pas à la rentrée de septembre, parce que là, je sais pardon, que c'est juillet-août et et qu'il y en a beaucoup qui vont être en vacances. Donc ça va permettre aussi de se lancer dans quelques réflexions et on verra à la rentrée si on intensifie ce type de live ou pas, si ça vous intéresse ou pas, si vous voulez que des signaux, je veux acheter, je veux vendre, ou si vous aimez bien avoir un petit peu cette vision globale, macro, micro, entre guillemets, même si micro, j'en ai pas parlé, mais en tout cas sur différents actifs pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est et quel est le type de stratégie. Pourquoi pas à privilégier. Encore une fois, ne suivez pas quelqu'un, ne suivez pas la lettre en disant Bagza a dit que c'était haussier, je vais acheter comme un débile. Non, appropriez-vous le truc, mettez-vous d'accord, soit avec quelqu'un, mais surtout avec vous-même, et vous dire ok, oui je suis d'accord, non je suis pas d'accord, oui je fais quelque chose, non je fais rien. Et vous savez que ne pas trader, c'est pas forcément ne rien faire, c'est attendre le bon moment, attendre les bonnes configurations, vos bonnes convergences de facteurs qui augmentent vos probabilités de réussite sur votre trade, d'accord. Et après, une fois que vous êtes d'accord avec tout ça, vous y allez, d'accord. Par contre, vous y allez. Si vous êtes d'accord avec tout ça et qu'il y a un plan qui se déclenche, il faut y aller. C'est pas au moment où il faut rien faire, vous allez cliquer. Généralement, c'est ce qui se passe. C'est que lorsqu'il se passe rien, vous dites bon, allez, ça a ouvert. Allez, je prends une position au pif, à l'achat, à la vente. On verra bien ce que ça donne. Et derrière, une fois vous dites et vous ne suivez pas après coup les plans et toutes les analyses que vous avez fait en amont. Donc suivez vos plans, ok, à la lettre entre guillemets, ou en tout cas ajustez-les avec le temps, mais suivez-les et ne faites pas n'importe quoi avant que vous n'ayez pas une convergence de facteurs qui aille dans votre sens. Donc là, en l'occurrence, sur le DAX, on va attendre à mon avis encore un petit peu ici les plus hauts, qu'on a fait dès l'open. Au-dessus des 5006 sur le CAC et au-dessus du DAX, pourquoi pas sur les 12 581. Là, on aura, et pour répondre et terminer de répondre à ta question, Laurent, on aura le fait que le gap baissier a tenu qu'on paye à l'open, quasiment open égal plus bas. On n'a pas fait vraiment un open égal plus bas. Le gap tient, le bas de la consolidation tient, etc. On pète les plus hauts, on nous donne un petit signal pour aller chercher, pourquoi pas, les plus hauts de la semaine dernière. Voilà pour le moment. Les niveaux d'invalidation, je vous les ai donnés. Sous 12 005, ça commence, je ne vais pas dire à puer, mais en tout cas sous 12 005, ce sera peut-être un peu plus délicat de payer. 12 004, grosse zone d'achat qui devra absolument tenir très rapidement. Sous 12 004, sur 12 004, pardon. Là, à ce moment-là, il faudra surveiller de très très près des achats, notamment dans une optique de swing, parce que si les 12 004 tiennent, on a un beau pullback, un bon point d'entrée, et derrière sur signal, payer, pourquoi pas aller viser plus haut. Par contre, si on lâche les 12 004 sans donner de signal d'achat et qu'on a un flux baissier qui se met en place sous 12 004, et ben là, on réintègre les plus hauts annuels et là, ça donne quand même un message fort au marché. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre des zones d'intervention et des signaux sur ces zones d'intervention sans essayer de chercher le point bas et le point haut parce que si on attend un signal, ça nous permet au moins d'invalider notre stratégie. Si vous cherchez le point haut pendant une accélération haussière, et ben vous ne savez pas où est-ce que vous allez mode stop. Votre stop, c'est uniquement votre stop financier sur votre compte ou votre stop psychologique de dire ah bah merde, je me suis planté, je coupe la position, finalement ça fait que monter. Ok. Voilà, bonne journée, bon trade, bonne semaine à vous, merci à vous, ciao ciao.